Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Laura, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Alexandra, merci de me recevoir. Et toi, comment ça va? Yes, la forme, je te le disais juste avant, un peu frigorifiée par le froid qu'il fait à Ouais. Grenoble en ce moment, mais on fait avec. Laura, déjà pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, que fais-tu ? Je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. En résumé, j'ai 3 casquettes là-dedans. Une casquette de praticienne en systémique, on aura l'occasion de revenir dessus, je pense. Une casquette de formatrice et une casquette d'autrice. Donc dans cette entreprise Bien dans ta boîte, on accompagne les entrepreneurs et beaucoup les pros de l'accompagnement, avec une branche d'accompagnement sur les enjeux émotionnels, relationnels, et puis la branche de formation pour les pros de l'accompagnement, notamment sur des thématiques de posture, d'accompagnement. Et puis le bouquin, lui, est sorti en février, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Transforme ta vie d'entrepreneur. Et celui-là, il répertorie 50 pratiques sur les thématiques bien-être au travail des travailleurs et des travailleuses indépendants. Et puis c'est déjà pas mal quand j'ai fait tout ça. C'est déjà pas mal de casquettes. Un très beau parcours. D'ailleurs, si tu nous en dis plus un peu sur ton parcours, tu as Ouais. toujours commencé par l'entrepreneuriat ou non, tu as eu le passage par salariat avant? Non, j'ai eu quelques expériences salariées, mais plutôt dans le cadre de stages à l'hôpital ou de petits travail d'étudiants, etc. Mon parcours, c'est que à la suite du bac, je suis arrivée à la fac de médecine. À la fin de la première année, je leur ai dit que on s'était pas bien compris sur la vision de la santé. Ils m'ont dit, soit, fais ce que tu veux. Du coup, comme mes notes me permettaient d'avoir une équivalence en deuxième année biophysique maths, je suis partie à la fac de bio. J'ai couplé ça avec la fac de psy. Et donc, je suis restée très, très peu de temps en deuxième année de bio et j'ai continué après en fac de psycho, quoi. Et puis, on s'est retrouvé en désaccord avec la fac de psy, avec laquelle je m'entendais beaucoup mieux que la fac de médecine, mais un peu pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire que je voulais une approche beaucoup plus globalisante, beaucoup plus systémique, beaucoup plus globalistique, et que, bah, de nouveau, ça matchait pas trop. Donc après, je suis partie faire un peu ma boîte à outils de yoga thérapie, thérapie de couple. Enfin voilà, je suis allée faire diverses formations pour remplir ma boîte à outils. Et j'avais monté une première entreprise pour arriver sur l'entrepreneuriat quand j'avais 21 ans. Et, et j'ai eu la chance d'avoir un papa entrepreneur qui du coup lui a pu accompagner aussi ses premières envies et ses premières idées d'entrepreneuriat en me disant bon, de toute façon tu es étudiante, tu n'as pas d'enfant, tu t'as pas le crédit d'une maison, etc. Tu n'as pas grand chose à perdre parce que l'idée que j'avais n'impliquait pas un gros dépôt de capital. Et ce fut un échec total. Cette entreprise, j'ai fermé 2 ans après. Et Une entreprise de quoi? cette première entreprise a été sur l'aspect de e-commerce éco-responsable avec des producteurs de la Drôme, donc de ma région natale. Et, euh, et bon, bon, ça marchait pas des masses. J'ai fait beaucoup d'erreurs de débutante, évidemment. Et donc cette entreprise-là, c'est terminé. Et puis bien dans ta boîte, je l'ai créée en février 2019. Donc il va y avoir 6 ans en très peu de temps. Et donc, je l'ai monté en 2019. Nous sommes il y a 6 ans. Donc, il y a 6 ans, j'en avais 23. Ok. Voilà. Eh bien, dans ta boîte, dès le début, c'était le concept d'accompagner les entrepreneurs autour du bien-être et accompagner les pros de l'accompagnement. C'était déjà ça le concept? Alors, ça s'est un petit peu élargi. Au début, c'était vraiment bien-être au travail des indépendants. À la base, même, pour l'anecdote, ça devait juste être un podcast. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a personne sur le marché. Ça accroche, ça plaît, ça intéresse. Moi, j'ai mes compétences d'accompagnante En fait, bien ta boîte, c'est un peu la réunion de 2 parcours parallèles, quoi, de mon parcours universitaire et puis de cet héritage aussi familial, parce que si ça m'a tilté la question de l'accompagnement du bien-être au travail, c'est aussi parce que j'ai vu mes parents et notamment ma maman dans des burn-out successifs.
sans aucune solution pour être prise en charge en fait. Et alors la prévention, n'en parlons pas quoi. Donc voilà, c'était un peu la réunion de ces deux parcours. Donc à la base, c'était vraiment bien-être des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et puis après, petit à petit, bah, ça s'est un petit peu plus élargi quoi. Ok. Et aujourd'hui, si tu devais donner une note de 1 à 10 sur à quel point ta vie fait pleinement sens et tu as pleinement d'impact, tu donnerais quoi? Ah, c'est le début des questions psychanalytiques. Euh, à quel point ma vie, elle fait du sens, tu m'as dit. Moi, je pourrais mettre 9 sur 10. Et sur la question de l'impact, je mettrais 6 ou 7 parce que j'ai d'autres idées, donc je mesure encore la marge de progression, entre guillemets. Bon, mais on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et tu sais déjà ce qui ferait monter la note de sens à 10? Tu as déjà réfléchi à cette question? De 9 sur 10 à 10 sur 10, Ouais. franchement, je me garde une petite marge en mettant 9 sur 10, je me garde une marge parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses et puis notamment des projets ou des envies plutôt de ma sphère personnelle. Euh, donc il y a quand même de la marge ici, mais après, je me vois pas si tu veux mettre autre chose qu'une très bonne note parce que je fais un travail que j'aime, quand même une ultra privilégiée du quotidien, donc je peux accompagner une cible qui me parle et que j'ai eu envie d'accompagner quand j'étais très jeune et qui fait sens avec l'histoire familiale qui est la mienne, avec le parcours universitaire qui est le mien. Enfin bon, tu vois, bon, faudrait être un peu capricieux pour mettre un 3 sur 10 là, je crois. Et justement, tu as toujours été à 9 sur 10 ou il y a eu des gros moments de mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça a été l'histoire de tout mon parcours universitaire déjà. Déjà, ça a été le cas déjà avec la fac de médecine en me disant mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas du tout ça pour moi, la santé. Euh, et puis rebelote à la fac de bio. Alors la fac de bio c'est logique hein, parce que là c'est pas une fac qui a vocation à former des accompagnants et des accompagnantes évidemment. Donc voilà, et puis arrivé en fac de psycho, c'était un peu mieux. Parce que je me retrouvais quand même un peu plus dans la manière d'accompagner, dans la vision, les idéologies qui étaient portées, etc. Mais, bah, comme je l'ai dit au début, je me suis de nouveau retrouvée quelques années plus tard dans ce truc de c'est pas comme ça que j'ai envie d'accompagner, c'est pas ça qui fait du sens pour moi, désolé pour l'anglicisme, qui a du sens pour moi. Euh, donc après, il y a eu mes différentes formations, etc. Donc dans le parcours universitaire, c'est une question qui est revenue très très souvent. Dans le parcours entrepreneurial, oui, alors des moments où j'ai été un peu en mode bon, je suis pas bien convaincue. C'est plus qu'un moment de pivot, tu vois. Tu sais, des moments où tu as la sensation d'arriver un peu au bout d'un cycle ou d'un développement quelconque dans l'entreprise et que tu as envie tu sens qu'il est temps de passer à autre chose, de repivoter, de se réaxer, de lancer autre chose mais où tu sais pas encore exactement quoi, ni dans quel sens tu vas, voilà. Ces périodes-là, évidemment, il y en a eu plein, il y en aura plein d'autres, j'imagine. Ouais. Et comment tu fais d'ailleurs dans ces périodes où tu sais que tu sens que tu arrives à bout d'un cycle pour t'aider à construire le prochain? Tu as des tips, tu as des pratiques, t'as... Alors, franchement, le meilleur conseil que j'aurais à donner, que je suis la première à ne pas suivre, c'est, c'est la thématique de la patience, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ces moments-là, qui se débloquent par le bienfait du temps, qui te laisse le temps de réfléchir, qui te laisse le temps de laisser enfin, laisser le temps, ça laisse l'espace aussi, tu vois. Et donc le fait de laisser l'espace à des opportunités qui peuvent se présenter et que peut-être tu n'aurais pas vu se présenter parce que tu serais vite parti sur autre chose, des opportunités, des rencontres et puis des idées aussi parce que le cerveau il décante quand même plutôt dans le vide et dans le silence. Donc quand on est tout le temps en train de d'avancer, j'avais un prof en psycho qui disait c'est le papier peint qui tient les murs, tu vois. Et je pense souvent à cette expression que j'aime bien dans cette idée du coup, t'es bloqué dans un truc. Bon, lui, il en parlait plutôt pour la thématique borderline, mais t'es bloqué dans un truc où tu dois tout le temps faire des choses, tout le temps dans l'action, tout le temps penser, tout le temps entreprendre, au sens littéral, lancer des projets, etc., etc. Et parce que tu te dis, s'il y a plus l'inertie du mouvement qui me porte, il y a tout qui va s'écrouler, quoi, tu vois. Et je pense que là, dans ces moments-là, c'est peut-être particulièrement intéressant, quitte à prendre le risque que ça s'écroule, mais au moins, les choses seront claires plutôt que
continuer un truc où tu te trimbales des vieilles offres, des vieux positionnements, tu te retrouves finalement avec un positionnement qui est un peu mi-cuit, qui est ni vraiment nouveau, qui est ni vraiment l'ancien, bref. Donc bon, voilà, thématique de la patience. Je crois que le fait d'avoir un cerveau annexe dans ces moments-là, c'est important. Si vous avez un collègue entrepreneur ou une collègue entrepreneuse avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, ou si vous êtes évidemment accompagné par des business managers, par des stratégistes, par des consultants, des consultantes, bref, d'avoir un autre cerveau qui connaît quand même suffisamment bien la boîte pour pas taper à côté, mais qui est pas aussi impliqué que vous dedans et qui du coup nécessairement n'a pas tout à fait le recul, la perspective nécessaire. Et puis je crois que ça fait partie de la vie des entrepreneurs en vrai, hein. Il faut Ouais. s'adapter au marché, il faut s'adapter à vos envies, à ce qui change, à la clientèle, etc. Donc de toute façon, ces périodes-là, aussi désagréables soient-elles, elles sont inévitables, elles sont quand même un tant soit peu régulières, fréquentes. Et bah, après, quand elles sont trop fréquentes, c'est un autre problème. Mais et puis ça laisse la place aussi à quelque chose tu sais, c'est un peu comme des mues de serpent, tu vois. Donc après, Ouais. ça laisse la place à quelque chose qui est quand même un peu plus flamboyant. Ouais, carrément, carrément, ça me parle totalement. Et quand t'as foiré ta première boîte, Ouais. qu'est-ce qui a fait que tu as retrouvé la motivation d'en lancer une autre? Tu vois, cette notion d'échec. Alors après, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, on est d'accord. Mais comment tu as fait pour rebondir, pour te dire, OK, c'est pas ça, c'est autre chose? Ouais. Alors moi, j'ai une vision sur l'échec un peu plus radicale que la tienne, qui est de dire si, il y a des échecs et c'était un échec, quoi. Ce qui effectivement n'exclut pas le fait d'en tirer des leçons et des apprentissages, mais moi j'aime bien l'idée de pouvoir se confronter à la notion de l'échec et de dire bah si, en vrai, moi, je me suis planté, c'est un échec. Bon, sur cette question de l'échec, je vous invite absolument à lire ou à écouter le livre Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est philosophe, qui est un de nos contemporains. J'aime beaucoup le travail de Charles. Et donc, il a écrit un livre qui est pas très vieux, hein, qui doit avoir 1 ou 2 ans, Les Vertus de l'échec. Et j'imagine que vous pouvez sans problème l'écouter, parce qu'il a dû donner un milliard de conférences à propos de son livre. Et donc, le fait de concevoir l'échec comme effectivement, il y a une notion de l'apprentissage hein, dans l'échec, ça c'est clair. Il y a une notion de l'humilité aussi dans l'échec, tu vois. Genre l'échec, il vient te parler de beaucoup de choses. C'est aussi la possibilité de se réorienter, tu vois. Ça peut venir te parler d'un désir que tu as et que tu n'arrives pas à nommer, que tu n'arrives pas à conscientiser ou que tu n'arrives pas, même si tu l'as conscientisé, à assumer entre guillemets. Et des fois, c'est la thématique de l'individu qui a reprenons l'exemple d'entrepreneuriat, il a monté sa boîte une fois, il s'est cassé la gueule 2 fois, il s'est cassé la gueule 3 fois, 4 fois, 5 fois, et en fait, il y a un moment où il peut plus le faire parce que je sais pas moi, il a plus de capital ou il a plus d'énergie, il peut plus, tu vois. Et ben en fait, cet échec-là, oui, c'est un échec certes, mais ça, a la possibilité de la redirection que peut-être en fait c'était pas fait pour lui, tu vois. Et dans le pas fait pour lui, tu peux l'entendre d'un point de vue un peu spirituel. Ou tu peux l'entendre d'un point de vue un peu plutôt des psychanalystes, tu vois. Il y a une notion d'un désir inconscient qui n'arrive pas à se manifester. Il y a quelque chose de l'élan vital qui est pas là. En fait, l'entrepreneuriat, bah, finalement, c'est pas pour moi. L'élan vital, il se met pas en route. Et donc, bah, du coup, tu te retrouves comme ça avec des échecs successifs. Il y a la question de l'apprentissage, il y a la question de l'humilité, parce que l'échec, ça nous apprend les limites de notre pouvoir personnel aussi. C'est très important. Et après, donc ça, c'était la partie philosophique. Et puis, pour répondre à ta question, moi, j'avais commencé puisque, comme je te disais, bien, ta boîte, à la base, ça devait être juste un podcast. J'avais créé ça avant de fermer la première entreprise. Donc il y a eu une espèce de chevauchement qui fait que quand j'ai vu que bien ta boîte commençait à prendre un petit peu d'essor, quoi, un petit peu d'élan, bah du coup j'ai moins eu mal au cœur ou quoi que ce soit de fermer la première. Puis en vrai j'en avais ras le bol. C'était difficile, c'était laborieux cette première boîte et du coup la fermer ça m'a pas fait un effet d'échec, ça m'a fait un effet de soulagement de allez c'est bon, j'en ai marre. Ah, trop bien. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes énormément d'entrepreneurs, des pros de l'accompagnement, etc. C'est quoi un peu les erreurs que tu vois le plus souvent, justement, sur cette thématique de vivre de son activité et se lancer à son compte? Chez les pros de l'accompagnement qui cherchent à vivre de leur activité, je vois plein de problèmes. Généralement, il y a un problème, je trouve, sur la thématique du positionnement. Mm. En fait, en tout cas, sur toute la thématique cible, positionnement, persona, axe différenciant, plus-value sur le marché, etc. Parce que, évidemment, c'est un marché qui est ultra saturé.
surtout depuis un petit peu avant Covid Life là, mais même après où tu as vu un essor et sortir des centaines et des centaines de coachs, de praticiens, de thérapeutes, etc. Et donc évidemment, il y a un marché qui est quand même très très saturé. Et donc si tu as pas une promesse précise et ou une cible précise et ou un axe différenciant fort et ou une plus-value importante sur le marché, tu risques de te retrouver vite noyé dans la masse de praticiens et de praticiennes qui existent sur le marché. Ça, je trouve que c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème que je vois souvent, surtout ceux que j'accompagne sur le programme business, justement, c'est la question du business model. Tu vois, c'est tu pars dans un business model un peu classique shit, qui est je vais vendre ma séance de thérapie, de coaching, que sais-je, contre X euros. Et donc nécessairement, il y a un moment, ce qui est pas un business model à la con pour démarrer. Moi, j'ai démarré avec ça. Ça a le mérite d'être très très rapide à mettre en place. C'est pas un business model compliqué. C'est pas une fusée de la NASA à faire décoller. Ça permet de rentrer des sous, très bien. Mais à un moment donné, enfin, il faut anticiper qu'à un moment donné, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous allez vous retrouver bloqué parce qu'une fois que vous aurez vendu votre temps, bah, vous aurez plus de temps à vendre. Vous pourrez plus. Vous avez aucune possibilité de scalabilité. Et même si vous n'avez pas d'objectif de scalabilité sur la boîte, parce que c'est votre bon droit légal et psychique, vous risquez par contre de le payer en termes d'énergie, quoi. Si vous êtes praticien ou praticienne. Donc voilà, je dirais thématique du positionnement, thématique business model, et puis très probablement la question de la posture d'accompagnement à proprement parler, qui souvent est trop faible, et c'est beaucoup d'accompagnants qui sont formés que avec des outils. Et donc le jour où le bénéficiaire ne veut pas de l'outil, ou l'outil ne fonctionne pas, ou je n'ai pas l'outil tout simplement pour la problématique qu'on m'emmène, bah c'est panique à bord, je ne sais pas quoi faire. Et évidemment, ça résonne dans la question de l'entreprise avec la posture de CEO, comme on dit, de chef d'entreprise, quoi. Tu vois, qui peut être un peu lacunaire. Tu parles de posture, toi, il y a une formation qui t'a fait un déclic plus qu'une autre sur justement comment accompagner, on va dire, de manière générale et se libérer de ces outils? Une formation que moi j'ai suivie, tu veux dire? Oui, exactement. À la fac de psy. En Fac de fait, si psy. tu veux, ma formation sur la posture, elle vient exactement de là. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais en séance coaching avec une bénéficiaire. Et elle faisait partie de ces accompagnants, accompagnantes, entre guillemets, nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu, comme moi, à passer par l'université. Et donc, on discute et tout, etc. Elle sort de son truc. Elle est certainement très, très douée dans ses outils. Moi, je connaissais pas sa discipline. Enfin, je la connais comme ça, mais je veux dire, je connais pas le détail. Mais dans ses outils, je n'en doute pas. Mais par contre, elle était paniquée parce qu'elle allait se lancer dans son cabinet et elle me dit, mais oui, mais Laura, mais comment je fais si j'ai un deuil à gérer? Comment je fais si j'ai un trauma? Comment je fais si j'ai une crise d'angoisse? Et moi, sur le coup, ça m'a laissé un peu circonspecte parce que je me suis dit, mais tu sors d'une formation d'accompagnement et genre, c'est ça qui t'inquiète? Bon. Et alors, du coup, en cogitant ce truc-là, qui cogitait un petit peu en trame de fond, en échangeant avec des collègues psy, notamment avec lesquels j'avais fait la fac ou d'autres spécialités, peu importe, thérapeutes qui ont beaucoup de métiers, etc. Je me suis dit, je crois qu'en fait, ces accompagnants, entre guillemets, de nouvelle génération qui sortent d'école, ils sont 1 milliard de fois plus balèzes que nous en termes de professionnalisation. Parce que nous, on sortait de la fac après des années de branlette intellectuelle et tu débarquais en stage, tu savais rien faire, quoi, tu vois. Alors que eux, généralement, ils ont fait beaucoup de TP, beaucoup de mise en pratique, des accompagnements cobayes, ils ont plein d'outils. Nous, on n'avait pas d'outils, tu vois. Mais du coup, l'avantage, c'est que comme on n'avait pas d'outils, on n'avait que la posture, en fait, pour quand tu débarquais en stage, bah, tu n'avais que ça, de toute façon, puisque on ne t'outillait pas. Et comme t'étais pas professionnalisé, puisque tu viens en stage pour te professionnaliser, bien entendu, donc tes premières expériences, en fait, tu n'as que ta posture pour travailler. Et du coup, c'est vrai qu'après des années de fac, je suis pas sortie avec ce genre de questions, me disant comment je fais s'il faut réceptionner un vécu douloureux. Bah, j'ai envie de te dire, c'était le cœur de notre formation, en fait, de faire ça, tu vois. Et donc, je pense que vraiment, l'importance de la posture, c'est, dans mon parcours à moi, c'est la fac de psycho, mais je l'ai compris des années plus tard. Parce que quand j'étais à la fac, il me saoulait. Tu vois, pendant des années, ils nous répétaient les mêmes choses, tu vois, la neutralité bienveillante, l'empathie, l'accueil inconditionnel. Et moi, justement, ça va, ça fait des années que vous nous répétez ça, on a compris, tu vois. Et en fait, Dieu qu'ils ils avaient raison de nous le rabâcher, mais je me suis rendu compte des années après qu'ils avaient raison de le rabâcher, quoi. Et je profite de mon question qui me vient parce que je croisais beaucoup de psy Mm. qui, pas cracher, mais cracher un peu quand même, sur justement tous ces coachings, nouvelles thérapies et tout qui arrivent en disant c'est un phénomène de mode, c'est pas aussi profond que la psychologie. Toi qui connais les deux, du coup, Mm. moi d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'il y a une complémentarité qui fait que si tu maîtrises les deux,
tu es un peu le roi du pétrole. Et toi, c'est quoi ta vision justement sur ces deux choses? Parce qu'on dit souvent, le psy est complémentaire du coaching, tu peux faire les deux en parallèle. Est-ce que Mm. pour toi, la solution, c'est plus un petit truc qui mixe les deux? Est-ce que tu penses quand même que la psychologie, c'est le truc pour résoudre tous tes problèmes et le coaching, entre guillemets, c'est du gna gna gna? Quelle est un peu ta vision sur toutes ces thérapies, accompagnements qui sortent justement? Oui, alors en fait, c'est un vaste sujet et je pense qu'il est très difficile à démêler, surtout si on est un peu moldu de l'affaire, parce que tout est très obscur et tout est très abscon dans ce milieu-là. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà quand on dit psy, on n'a rien dit, parce que entre un psychologue, un psychopraticien, un psychothérapeute et un psychiatre et un psychanalyste, déjà, on n'a pas dit la même chose. Et ça, évidemment, quand on connaît pas le milieu, tout ça est très abscon, très flou, et on sait pas trop où est-ce qu'il faut aller chercher. Et en plus, même chez les psys, sous-entendu les confrères et consorts psychologues, chez les psychologues, il y a beaucoup de référentiels de psycho, et comme j'aime bien le dire des fois avec provocation, ils sont tous à peu près d'accord sur rien. Et donc du coup, déjà, c'est compliqué, parce que si tu veux, dans les courants de la thérapie cognitivo-comportementale, la différence entre nos collègues de la thérapie cognitivo-comportementale et les coachs cognitivo-comportementalistes, elle n'est pas énorme, hormis le fait, et c'est sûrement le point le plus important, c'est que les thématiques de psychopathologie reviennent exclusivement au travail des psys. Les Mm. coachs, ils sont pas là pour faire ce travail-là, puisqu'ils sont pas formés, hein, tout simplement, bien entendu, à la psychopatho. Euh, bon, ce cadre-là étant posé, mais il est important, hein, moi je casse les pieds aux élèves de la formation posture, qui sont donc des pros de l'accompagnement, pour rappeler, je donne un exemple comme ça, hein, que quand je vois des fois sur Instagram passer des coachs en burn-out, je leur rappelle que burn-out c'est un diagnostic médical, hein, donc il n'y a que les médecins qui sont légalement en posture de le mettre, ce diagnostic. Médecins, donc psychiatres bien sûr, sont médecins également. Bref. Ce cadre déontolo-légal étant posé, après sur la thématique de l'efficacité entre guillemets, bah effectivement c'est pas le même métier quoi. C'est-à-dire que les collègues psy, déjà selon leur référentiel et selon ce qu'ils appellent leur proposition de soins, c'est-à-dire bah, tu parlais du sens, on peut dire ça comme ça, le sens qu'ils mettent à leur pratique, ils vont pas tous avoir la même perception de ce qu'est leur métier, bien entendu. Maintenant dans les grandes lignes, bah évidemment ils ont un travail de psychopathologie, ils ont un travail d'accompagner les bénéficiaires, leurs patients donc, à élaborer leurs pensées, à cheminer, à mettre du sens sur ce qui se joue à leur propre insu. Mm. Très très grande définition, parce qu'évidemment, selon les référentiels, ils te diront pas tous la même chose, mais bon, on va essayer de pas monopoliser le micro pendant 40 minutes cette question-là. Le coaching, c'est généralement plutôt une approche, bah tu sais, souvent, c'est un peu caricatural, mais bon, pour faire très simple, il y a souvent l'idée que les psys travaillent sur pourquoi et que les coachs ils travaillent sur comment, quoi, tu vois. Bon, c'est pas si simple parce que t'as plein de psys qui travaillent aussi sur comment, et t'as plein de coachs qui, pour travailler correctement sur comment, ils ont besoin d'avoir un semblant d'idée du pourquoi si ils ont été formés. Moi, je trouve que les deux approches, elles sont complémentaires. Oui, mais j'ai envie de te dire, comme toutes les approches du soin, tu vois, comme ostéopathe et naturopathe sont complémentaires, certes. Donc complémentaires, oui, peut-être pas pour les mêmes sujets, peut-être pas dans les mêmes moments, et peut-être pas tout à fait sur les mêmes axes. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de bénéficiaires que je peux accompagner et qui sont très très souvent suivis par les confrères et consoeurs psychologues, et que effectivement, à nous deux ou plus, parce que des fois, bien entendu, il y a les psychiatres, je sais pas moi, des collègues énergéticiens, que sais-je, dans ces suivis pluridisciplinaires, on fait des choses ultra pertinentes parce que chacun a son couloir, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Donc après, le milieu de la psy, il faut entendre aussi que c'est un milieu qui, pour l'instant, ça va pas rester comme ça. Pour l'instant, n'est pas protégé, ils n'ont pas d'ordre, les psychologues. Pas encore. Et donc, de fait, il n'y a pas de protection. Alors, il y a une protection de leur titre, parce qu'ils ont un diplôme d'État, hein, bien entendu. On peut pas se prétendre psychologue si on ne l'est pas. Mais, du coup, il y a aussi cette thématique-là où ils sont vigilants et vigilantes. Et ça, je l'entends pour venir aussi de ce milieu de la fac. Il y a un point sur lequel, moi, ça me fait un peu de crispation, parce que je trouve qu'il y a souvent un héritage très élitiste, très universitaire. Nous, on sait, voilà, bon, ça, c'est pas ma came, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté la fac. En revanche, il y a aussi que quand tu as passé 6 ans d'études, le nez dedans, et que tu pratiques depuis 50, 10 ans, 15 ans, etc., tu vois, il est vrai, hein, fleurir quand même dans les coachs, les praticiens, les thérapeutes, etc.,
des fous dangereux quand même, hein, vraiment, parce qu'ils ont quand même la santé mentale des gens entre les mains. Ils sont pas formés. Ils ont lu 3 bouquins de Tony Robbins. Par pitié, arrêtez de lire Tony Robbins. Genre vraiment, c'est insupportable. Il faut arrêter de faire ça, quoi. Et donc, bah forcément, après, ils se retrouvent à accompagner des gens. Moi, j'entends très bien qu'il y ait des psys qui soient inquiets. Je l'entends. Ouais. Bah, surtout que c'est vrai que le coaching n'est pas réglementé, si on prend l'exemple du coaching, et que on n'a même pas, enfin, on peut se dire je suis coach sans Bien formation. sûr, C'est là où le danger, il est bien surtout. sûr. Il y a des formations qui sont, voilà. Mm. Mais il y a aussi le danger de ceux qui vont se dire, bah, je me lance comme ça. Enfin, Oui, bien sans... sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et comme à l'inverse, tu as des praticiens, je pense aussi à des praticiens, moi, que j'ai dans le coin. Dans un coin, il y a beaucoup de thérapeutes, etc., qui pratiquent depuis 20 ans, 30 ans, je pense à mon acupuncteur, qui sont tout à fait hors cadre légal, hein, parce que l'acupuncture, si t'es pas médecin, sage-femme, etc., bah, ça relève de la pratique légale de la médecine, euh, techniquement, légalement, mais qui sont des praticiens exceptionnels et bien meilleurs comme paquet de psys sortis de la fac qui ont passé leur partiel, tu vois, qui ont régurgité 2 lignes de bouquins et qui n'ont pas porté une conscience et une réflexion sur leur pratique, etc. Tu vois. Donc oui, après il y en a aussi, ils sont hors cadre légal et pour autant ils sont des Ouais, praticiens formidables. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a, c'est des dangers quand même. Hein. non, c'est sûr. Mais en fait, c'est le truc où il y a de tout à boire et à manger. Et je pense que c'est ce qui fait aussi peut-être que l'accompagnement a un peu mauvaise presse en France. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont sali, entre guillemets, l'image en étant justement plus des dangers que de l'aide, quoi, que du vrai accompagnement. Oui, après, alors en France, c'est peut-être pareil ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas en France, on a un héritage assez élitiste aussi. Hein. Non, c'est Il faut sûr. sortir avec des grands diplômes pour qu'on commence à Ouais, t'écouter, quoi. ouais, non, c'est sûr. Et déjà, ça me fait penser à une question, je sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais ça m'intéresse. Toi, justement, quand tu accompagnes des pros de l'accompagnement à développer leur activité, est-ce que tu fais déjà ce check de, est-ce que cette personne, éthiquement, on va dire, je sens qu'elle peut accompagner, ou est-ce que enfin, si tu fais un check, toi, comment tu le fais? Est-ce que tu n'en fais pas? Parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Je sais que mon check est assez simple, hein, globalement, c'est en fonction de la formation et du feeling. Mais toi, est-ce que tu as un truc qui est mis comme ça en place? Alors, pour rentrer dans ma formation posture, tu ne peux pas ne pas passer par un appel avec moi. Ouais. Donc, de toute façon, si vous traînez sur mon site, vous ne pouvez rien acheter sans passer par moi. Il faut passer par les appels. C'est un peu différent pour les formations de niveau 2 parce que c'est des élèves qui sont passés par le niveau 1, donc je les connais déjà. Mais par exemple, dans ma formation sur la posture, tu peux pas effectivement t'inscrire sans être passé par un appel avec moi. Alors déjà, il y en a beaucoup évidemment qui ont besoin de poser des questions, etc. Et moi surtout, j'ai besoin de m'assurer de beaucoup de choses, notamment effectivement la question de la perception du métier et compagnie, tu vois. Après, très honnêtement, je me suis jamais retrouvée avec ce problème-là, parce que je pense que mon marketing en amont, de toute façon, filtre le fait que pour que la personne m'ait suivi, écouté, réécouté, réécouté, elle a lu la page de vente, elle s'est intéressée, elle a lu les mails, elle a décidé de prendre un appel découverte. Bon, une fois qu'elle a passé toutes ces étapes-là, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un au téléphone pour prendre une place en formation et où je me suis dit, j'arrive plus à parler, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce profil, ça va pas du tout le faire, quoi, tu vois. En plus, j'ai quand même une approche très politisée de l'accompagnement et donc mes prises de parole politiques ou mes engagements politiques filtrent aussi beaucoup de monde qui fait que de toute façon, je me retrouve pas, en tout cas, je touche du bois pour l'instant, je me suis pas retrouvée dans la situation d'un profil où je me suis dit ça va pas du tout coller. À la limite, ça peut ne pas coller en termes d'objectifs de formation, mais je me suis pas retrouvée dans le scénario de ça va pas du tout coller. Et c'est d'autant plus important, en tout cas dans mon approche, qu'effectivement, il y a quand même une approche politisée même si la formation sur la posture, c'est pas une formation de sciences politiques, bien entendu, mais forcément, dans le choix des modules, dans le choix des intervenants, dans le choix du vocabulaire, dans le choix des sujets qu'on aborde, ça parle de quelque chose. Hein. Donc, je m'assure de ça en appel découverte, quoi. Ok. Et c'est toi qui fais tous les appels découvertes, du coup? Oui. Ok. J'ai jamais voulu les déléguer parce que m'a toujours paru un peu étonnant, en tout cas pour les pros de l'accompagnement comme moi. Déléguer, enfin, je veux dire, moi, mon appel en plus, j'appelle ça appel découverte pour une raison marketing simple, que les gens comprennent ce que ça veut dire un appel découverte, tu vois. Mais en fait, moi, mon travail dans un appel découverte, moi, c'est pas un appel de vente, quoi. Je veux dire, si c'est conclu par ça m'intéresse pas, très bien. Hein.
consentement, quoi. Moi, mon travail là-dedans, c'est faire ce qu'on, chez les pros de l'accompagnement, on appelle une évaluation de la demande et éventuellement un début d'opérationnalisation de la demande. Et donc, du coup, à part avoir des pros de l'accompagnement, et ça fait partie des projets qui soient suffisamment formés pour gérer eux-mêmes les appels découvertes. Sinon, c'est moi. Ben, en plus, c'est moi qui connais aussi ma formation ou mon offre de coaching, et donc je sais. Et puis, par exemple, tu vois, dans les coachings, moi, je fais que de la proposition sur mesure d'accompagnement. Et donc, j'ai besoin de faire l'appel découverte pour évaluer la demande et donc pouvoir faire une proposition d'accompagnement qui soit bien entendu en phase avec le bénéficiaire, quoi. Non, c'est ultra intéressant parce que c'est un truc que je me refuse aussi à déléguer. Mais que je suis dans des masterminds d'entrepreneurs où forcément on te recommande de déléguer cette partie. Mm. Et c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Alors, je suis comme toi à la fois parce que je pense que je veux avoir en effet un peu contrôle de Mm. qui rentre pas et que ça fit. Mais aussi, moi, j'adore, je sais pas toi, mais alors ces Mm. appels pour découvrir la personne, j'adore ça et je garde ce plaisir-là, je veux pas le donner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se délègue assez facilement, même pour les pros de l'accompagnement. C'est pour ça que Mm. la réponse est assez intéressante d'avoir d'autres points de vue que ceux qu'on entend un peu partout. Oui, bah, de toute façon, bon, ça, c'est aussi un gros problème de l'entrepreneuriat. C'est que, de toute façon, t'es quand même dans un domaine, alors surtout quand t'es dans le milieu des masterminds, etc., euh, un peu monolithique dans le discours, hein, tu vois. C'est-à-dire que, généralement, il y a quand même une grosse vision. Il y a des différences de vision, il y a des différences de stratégie, il y a des différences d'outils. Mais globalement, le fond idéologique, c'est un fond idéologique néolibéral méritocratique. Voilà. Quand tu veux, tu peux, ça ne tient qu'à toi, faut savoir saisir les opportunités, blablabla, tu vois. Et donc, du coup, bah, à partir du moment où tu évolues dans des milieux qui ont ce socle idéologique-là, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec, de toute façon, tout le monde connaît mon positionnement vis-à-vis de ça, donc ça fera surprise à personne que ce soit pas le mien. Mais même si tu es d'accord avec ce fond idéologique-là, bah, quoi qu'il en soit, tu vas te retrouver in fine avec le même type de conseils, de stratégies ou de solutions, puisqu'évidemment tout émerge de la même idéologie. Comme dans mon milieu à moi, où on démarre d'une autre idéologie, où du coup tu vas arriver aussi sur un ensemble de stratégies, d'outils, de comportements qui répondent à la même idéologie. Et donc de ce fait, surtout les premières années bien dans ta boîte, on m'a rabâché qu'il fallait pas que je fasse mes appels découvertes, qu'il fallait que je les délègue, j'ai pas voulu le faire. On m'a expliqué qu'il fallait faire que du high ticket sur mes coachings, j'ai pas voulu le faire. On m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête aussi de faire des séances individuelles, parce qu'évidemment ça permet pas une grande scalabilité de l'entreprise. Je l'ai pas fait. Bref, bon, on va vous dire plein de choses qu'il faut absolument faire sous peine que sinon l'entreprise va échouer. Alors après, il y a comment dirais-je, il y a des choses à entendre dans ce discours-là, effectivement. Il y a à entendre la préservation de son énergie, il y a à entendre la possibilité effectivement d'augmenter en chiffre d'affaires, et que augmenter en chiffre d'affaires, ça peut être à des fins d'augmentation du chiffre d'affaires, ou ça peut être à des fins que vous avez évidemment besoin ou envie de recruter du monde, ou je sais pas moi, de contribuer à une cause quelconque, ou d'avoir un meilleur matériel pour les bénéficiaires. Bref, il y a un milliard de raisons pour lesquelles on a besoin d'augmenter son chiffre d'affaires, bien entendu, sa famille, etc. Et donc il y a des choses à entendre dans ces conseils-là, mais moi clairement je voulais pas faire de bien dans ta boîte l'usine à gaz néolibérale, c'était pas ma cam, quoi. Ouais, c'est ce que je dis souvent à mes clients. En fait, les conseils pour faire plus d'argent, fais ça. C'est OK si tu as envie de faire le plus d'argent possible rapidement parce que tu as un pourquoi derrière, comme tu dis, de faut que je nourrisse ma famille, j'en sais rien, peut-être que je suis juste accro au fric et je veux plein de fric pour mon ego. Mais être conscient que tu fais, pourquoi tu fais ces choix-là, en fait. Être conscient de, OK, j'ai décidé de faire cette stratégie, qu'on me bassine partout pour telle raison, je suis aligné avec ça, c'est OK, j'y go. Mais si tu suis bêtement une stratégie sans te poser la question, OK, pourquoi je le fais? Est-ce que je suis aligné avec? Est-ce que c'est vraiment ma vision? Tu vois ce que tu as dit, ça, c'est pas ma vision, je le fais pas. Mm. Cette réflexion, je trouve qu'elle est ultra intéressante à faire pour justement pas te retrouver dans un truc qui manque totalement de sens parce que tu as choisi une stratégie où j'en sais rien, moi, tu fais plus tes appels, tu fais que du high ticket, etc. Et à un moment donné, tu fais, mais c'est quoi le sens derrière tout ça? Moi, ce que je voulais, c'était pas gagner plus d'argent, c'était accompagner plus de monde, par exemple. Et vraiment réussir à se poser ces questions. C'est ultra, ultra cool, ta philosophie, je suis totalement alignée avec. Et du coup, est-ce que tu as des tips, toi, bah, pour te dire, OK, comment je prends mes décisions, justement, pour être sûr qu'elles soient bonnes pour moi et que je suis pas, on va dire, dans des injonctions de il faut que de l'entrepreneuriat, de patati, de patata. Alors, je pense que avec les années, je suis un peu plus prémunie des injonctions, il faut que, etc., de l'entrepreneuriat.
Je pense en bonne partie pour des raisons politiques, parce que du coup, étant totalement opposée à cette idéologie néolibérale, ça me permet d'avoir suffisamment d'anticorps qui font que quand j'entends il faut, je sais pas moi, il faut déléguer les appels de vente, il faut scaler, machin, tu vois, moi ça me fait plutôt un effet de, ça me gonfle comme vision des choses. Où là, ces derniers temps, de temps en temps, il faut que j'en réorganise un en décembre, fait des react en live avec des membres de la communauté, Instagram, etc. Tu vois, et donc du coup, on m'envoie des réels, des vidéos, etc. Et puis après, on réagit ensemble en live, tu vois. Et donc du coup, ces derniers temps, j'ai vu passer beaucoup de ce genre de contenu. Tu sais, c'est la grande mode maintenant de faire des réels avec des cuts d'interviews. Tu vois. Et donc c'est du coup tu as une interview, enfin pas forcément entière mais assez longue qui est cutée en différents réels, et donc forcément comme j'en ai reçu plusieurs pour qu'on puisse react dessus, j'ai vu beaucoup de ce genre de contenu, et en fait moi j'avoue ça ne me fait plus l'effet tu vois, d'avoir quand même un petit truc de ah peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, parce que je pense il y a trop d'anticorps allergiques à vous pouvez pas dire des trucs pareils en fait, parce que là vous êtes même en train de carrément cracher sur le droit du travail, donc du coup ça me crispe, tu vois. Donc peut-être qu'il y a le fait de développer des anticorps pour se préserver par un axe politique peut-être, mais en tout cas d'une manière générale par le fait d'avoir comment dirais-je, intégré votre réflexion à vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous sentez qu'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, que hein, dans ce genre de discours, il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous agace, qui ça vous parle pas. C'est qu'il y a bien quelque chose. Il y a un fil rouge à tirer de ça, tu vois. Et donc je pense que avec les années, le fait de l'avoir tiré, décortiqué, d'avoir compris les mécanismes, d'avoir dit ah en fait c'est avec ça que je suis pas d'accord. En fait, in fine, c'est pas le conseil de déléguer les appels découvertes qui me pose problème. En fait, ce qui me pose problème, c'est le fait que la rentabilité, la scalabilité de l'entreprise prennent le pas sur la déontologie de mon travail d'accompagnement. En fait, c'est Ouais. ça qui me fait chier là-dedans, c'est pas de déléguer en soi. Bon. Et donc, du coup, le fait d'avoir décortiqué, etc., bah, déjà, tu comprends mieux pourquoi ce genre de truc-là t'irrite, t'agace, te stresse aussi, parce que souvent, c'est que ça génère de la peur, de passer à côté d'un truc, de passer à côté de la méthode, la stratégie en vogue, etc., etc. Donc, développer des anticorps, ça marche bien. Après, comment je prends mes décisions pour revenir à ta question de base, bah, du coup, le fait d'avoir un champ des possibles plus réduit, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que une logique néolibérale méritocratique, ça t'explique que quand tu veux, tu peux. Donc, sous-entendu, tu as un champ infini de possibilités, de choses à faire, etc. Moi, je crois pas à ça, du tout. Mais c'est pas que je crois pas à ça, hein, c'est qu'il y a un siècle de sociologie qui leur donne tort, en fait. Hein. Et donc, du coup, l'avantage, si je puis dire, c'est que partant pas du principe que mes choix sont infinis, que mes opportunités sont infinies, déjà ça te facilite les choix, parce que je suis pas en train de me bagarrer toute la journée avec oui mais imagine si en fait je trouvais la stratégie de non laisse tomber, ça va pas marcher, genre fais avec ce que tu sais faire, et donc du coup je pense que ça me limite un peu, tu vois, un champ des possibles, mais qui a au moins l'avantage que t'es pas trop de choix, tu le choix, tu vois, et donc t'es pas noyé dans un truc de en fait je pourrais tout faire et du coup je sais pas quoi choisir. Un deuxième truc qui m'a beaucoup aidé, ou troisième, je sais plus où j'en suis de ma liste, c'est loi de Pareto. Vraiment. 20% d'efforts ramènent 80% de résultats, 20% des clients ramènent 80% du chiffre d'affaires, etc., etc. Ça, vraiment, le fait de penser dans une logique de Pareto, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'a permis d'éliminer beaucoup de superflu, beaucoup de superficiel, beaucoup de voilà, et de réduire mon emploi du temps aussi, beaucoup. De 40 heures semaine, enfin même plus au tout début, 50 heures semaine, et puis après j'ai fait un palier à 40 heures, et puis maintenant je suis à 25 heures, tu vois. Parce que du coup, il y a une partie de délégation, et puis il y a une partie aussi d'éliminer plein de trucs, genre tu n'as pas besoin d'un huitième compte réseau social, que sais-je, genre, sois efficace là où tu es déjà là, avant d'aller réinventer la roue. Après, je pense qu'il y a une bonne part d'intuition, en vrai, dans la prise de décision. Moi, j'aime bien travailler, entre guillemets, cette notion d'intuition avec le corps, tu vois, de sentir entre deux options, quelle est l'option qui expand, qui ouvre, qui allège, et l'option qui crispe, qui alourdit. Et là, déjà, quand je sens que ça commence à se fermer, à se crisper, à être lourd, je me dis, ah, ça, c'est pas bon signe, ça. Ok, ultra intéressant. Du coup, ouais, si je répète, l'intuition, le 80-20,
t'as pas 36 000 possibilités de toute façon, donc réduis ton champ des possibilités et comprends ce qui se joue en toi quand tu fais tes choix. Ce sont que des conseils pépites. C'est génial. Tu as dit que tu travaillais du coup 25 heures par semaine. Hmm. Tu délègues quoi? Alors, je délègue. Aujourd'hui, c'est Axel qui a une grosse partie de la délégation. C'est elle qui est en charge du plan média. Donc là, toi, tu m'as contacté directement, mais sinon, tu serais passé par la case Axel, du coup, qui est en charge de toute la thématique relations presse, etc., etc. Bref, qui est en charge du montage des podcasts, qui est en charge d'une partie de la communication. Voilà, elle est sur un poste de chargée de com assez polyvalent. Axel, puisque de toute façon, moi je démarre toujours d'une fiche de poste faite dans ma tête, quoi, ou avec Sonia qui est un peu mon cerveau annexe sur des postes de business manager. Et puis après, la phase de recrutement, etc. Cette fiche de poste, elle est repensée, elle est reconstruite avec la personne en question pour pouvoir vraiment travailler dans sa zone de génie à elle. Tu vois. Et du coup, Axel, par exemple, entre sa fiche de poste au départ et la fiche de poste qu'elle a aujourd'hui, il y a eu une évolution pour qu'en fait, elle puisse travailler dans sa zone de génie parce que tout le monde est gagnant. Genre, elle est plus dans son jus, elle est plus heureuse, elle a plus envie d'y aller. Moi, le but, c'est pas qu'ils viennent travailler avec moi pour se faire chier, quoi. Et même s'il y a des choses qui sont moins rigolotes que d'autres, hein, bien entendu, mais et moi, de toute façon, je suis gagnante aussi parce elle a plus envie de le faire, tu vois. Et que là, ça rejoint aussi la question du sens, comme tu dis, des valeurs, de ce qui est important, c'est que vraiment, euh, pour moi, tu vois, l'échec de bien dans ta boîte, c'est pas de planter le chiffre d'affaires. Enfin, l'échec de bien dans ta boîte, c'est d'avoir des gens mal accompagnés ou d'avoir des gens qui travaillent avec moi et qui sont malheureux de venir travailler. Ça c'est un échec de la boîte. Moins de chiffre d'affaires, c'est relou, c'est emmerdant, mais ça passera, tu vois. Ouais. Par contre, se débrouiller que les gens soient malheureux, ça va pas passer, quoi. Ouais, c'est pas dans tes valeurs. Non, c'est-à-dire que mais bon, désolé, je fais la gauchiste à chaque fois, mais c'est parce que je sais que pour beaucoup, ils sont arrivés à l'entrepreneuriat, ou tout du moins au travail indépendant, parce qu'ils ont voulu s'extraire d'un monde salarié qui est au mieux très aliénant, au pire extrêmement violent. Qui ont vécu du burn-out, qui ont vécu de harcèlement, etc. Tu vois. Et qui, au mieux, si je puis m'exprimer ainsi, n'ont vécu que, ce qui est déjà trop, une aliénation au travail. Et donc, ils n'ont pas envie d'y aller, ils savent pas pourquoi ils sont là, ça fait pas sens. Voire pire, ils travaillent pour des entreprises qui sont même carrément contraires à leurs valeurs. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, ils n'ont pas le temps de vivre, bref, t'es aliéné au travail. Et donc, il y en a beaucoup qui arrivent au travail indépendant par cet angle-là, si je peux dire ça comme ça. Et alors, pas que le travail indépendant soit pas aliénant, malheureusement, loin de là, très très loin de là. Mais je me dis, si au moins travailler avec moi, ça leur permet de pas être aliénés à des horaires, déjà. Puisque là, en plus, sur des postes de communication, je m'en fous. Enfin, je veux dire, si t'as envie de le faire à 22h, ça m'est égal, quoi, tu vois. Ça me paraît pas une bonne idée de le faire à 22h pour des raisons de santé mentale et d'équilibre vie pro-vie perso, mais c'est un autre sujet. Si au moins ils sont pas aliénés par les horaires, si au moins ils sont pas aliénés par perdre 1 heure tous les lundis matins à aller faire des réunions qui servent à rien, où ils ont pas envie d'être là, où ils ont perdu 1 heure de sommeil pour une réunion bullshit qui mène à rien, enfin tu vois, ça me paraît plus essentiel. En tout cas, c'est un échec que je vivrais beaucoup plus mal que d'avoir planté une année de chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Ok. Ultra intéressant d'avoir ton point de vue dessus. Et du coup, ouais, tu délègues plan média, business manager. Il y a d'autres choses que tu délègues? Oui, du coup, j'ai éparpillé dans mon affaire. Après, il y a les intervenantes des formations, Mm. une coach et des psychologues cliniciennes. Je t'ai dit quoi? Montage podcast, plan média, une partie de la communication, notamment de recyclage, parce que je produis énormément de contenu, donc de recyclage de ces contenus pour LinkedIn et pour Instagram. Et j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, 25 heures. Super inspirant. Je vois le temps qui défile. Merci déjà pour tous les conseils que tu nous as partagés jusqu'ici. Le concept du podcast, c'est quoi? À la fin de l'épisode, les auditeurs sont invités à écouter, enfin réfléchir en tout cas, sur une question de coaching, à méditer en marchant et en musique. Et est-ce que justement, tu aurais une question à leur poser, enfin qui se posent du coup eux,
qui soit les aident à justement remettre du sens dans leur vie, soit par rapport à ce qu'on s'est dit, qui peut les faire avancer dans leur vie, ou soit toi, une question que tu as l'habitude de te poser et qui vraiment est transformatrice. Bref, une petite question un peu comme ça d'auto-coaching que nos auditeurs pourraient se poser. C'est intéressant ton truc parce qu'en fait, ça oblige à se demander, genre dans les milliards de questions que tu te poses toute la journée, c'est laquelle qui est la plus Important. game changer. Je sais pas comment on dit ça en français, c'est horrible comme phrase ce que je viens de faire là. On a compris l'idée. Ouais, vous avez compris l'idée. Il y en a une très pratico-pratique, je trouve, c'est je sais pas si tu as lu le livre The One Thing. Ouais, j'adore. Et j'aime beaucoup, pas tout, mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est sa question, tu sais, quel est l'essentiel à faire, non, l'essentiel que je peux faire maintenant et qui rendrait tout le reste inutile ou plus rapide ou je sais plus comment il formule ça exactement, tu vois. C'est ce qui est un peu une manière de retomber sur la loi de Pareto, hein, quelque part, d'une certaine manière. Genre l'essentiel que je peux faire, pas que je dois faire, pas que j'aimerais faire, mais un truc que je peux vraiment faire et qui rendrait tout le reste inutile ou tout du moins plus facile. Voilà, c'est ça la fin de sa phrase. Ou tout du moins plus facile. Cette question, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle elle ramène à l'essentiel, c'est l'objectif, mais euh, et elle a un peu ce côté loi de Pareto. Elle a l'avantage d'être quand même un peu pratico-pratique. C'est pas juste un sujet philosophique, quoi. Même si je me permettrai juste après d'en partager un. Et, euh, et elle marche pour ton business, mais elle marche sur toutes les échelles de ton business, tu vois. L'essentiel à faire aujourd'hui, l'essentiel à faire cette semaine, l'essentiel à faire ce mois-ci, l'essentiel à faire cette année. Et ça marche pour autre chose aussi. Hein, je sais pas, moi, si en ce moment t'as des emmerdes de couple, bah, tu peux te poser la question, quel est l'essentiel que je peux faire en ce moment pour mon couple? Et qui rendrait tout le reste de nos disputes inexistants, ou tout du moins moins pénible, quoi, tu vois. Donc, elle est un peu polyvalente en plus comme question. Sinon, le sujet à cogiter que j'aimerais bien leur partager, c'est la question. Je fais un peu le contrarian parce que souvent dans l'entrepreneuriat, on est quand même dans des visions très existentialistes, c'est-à-dire de l'individu, du moi, de ce qu'on peut faire, de l'action, etc. Et tout ça est très important. Très très important parce que moi j'ai une logique un peu hegelienne quand même là-dessus, qui est il faut faire des choses parce qu'il y a que de faire des choses qui te donnent du feedback. Il y a que ton marché, il y a que le terrain, il y a que de faire qui va te donner des réponses, tu vois. Ça c'est pour prendre le contre-pied un peu du dev perso des dernières années, tu sais, faut être dans l'introspection, machin. Oui, bien sûr, c'est pas moi qui vais dire le contraire, genre c'est mon travail, tu vois. Mais il faut pas être que dans l'introspection, et genre j'aime bien la vision, d'avoir une vision un peu hegelienne à cet endroit-là de, il faut faire des choses, il faut se planter s'il faut, mais il faut faire des choses, quoi. Et bref, c'est pas ça que je voulais raconter à la base, c'est que du coup, on est souvent dans cette vision-là, dans l'entrepreneuriat, très individualiste, tout part de toi tout seul, et tu vas y arriver tout seul, je me suis fait tout seul, blablabla, tout ça. Là. Et donc, je reviens pas sur la question méritocratique, tout le monde a compris que c'était pas ma cam. Je voulais donner la petite, planter une petite graine, si elle, arroser, s'ils l'ont déjà, d'une citation de notre ami Baruch Spinoza qui disait que les hommes se trompent quand ils se croient libres. Ils se trompent quand ils se croient libres, tout simplement parce qu'ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes qui les ont déterminées. Tu vois. Notion du déterminisme chez Spinoza. Et donc, de pouvoir cogiter un peu ce truc de, si vous vous sentez, puisqu'on a parlé de ça, tu vois, si vous vous sentez culpabilisé, si vous vous sentez pris un peu dans toutes ces injonctions, il faut, je dois, les stratégies, gna, 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 tout ça, les trucs à la mode, les réseaux sociaux, ouais, de pouvoir se dire, en fait, alors, je suis pas libre, en fait, de ce que je fais dans ma boîte. Je n'ai juste pas conscience des centaines et des milliers de déterminants qui m'ont poussé à agir comme j'ai agi à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai aucun libre arbitre du tout dans la vie, mais que par contre, il y a des causes et conditions qui permettent les réussites. Il y a des causes et conditions qui amènent aux échecs aussi. Tout n'est pas de votre fait. Donc quand vous échouez, vous pouvez relativiser, souffler, déculpabiliser 2 minutes. Tout n'est pas de votre fait. Cet échec, c'est pas vous. Genre, il y a plein de causes et conditions qui ont mené à cet échec. Mais du coup, ça marche aussi pour ceux qui prennent le boulard, quoi. Parce que dans la réussite, c'est pareil. Oui, carrément. Carrément, carrément. Ultra intéressant comme suite de réflexion. Je réfléchirai aussi là-dessus. Ça me fait cogiter à plein de trucs. Donc, ultra intéressant. Merci à toi, Laura. Et avant de terminer, pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux, te suivre, ils te retrouvent où? Il me retrouve à Bien dans ta boîte de partout, donc c'est facile, c'est-à-dire que le podcast s'appelle Bien dans ta boîte, le compte Instagram s'appelle Bien dans ta boîte, le site s'appelle biendanstaboîte.fr, et les moyens les plus simples si on veut me parler directement, c'est Instagram probablement,
par message privé, ou alors il faut m'envoyer un mail à laura@biendantaboîte.fr. Super, je mettrai tout le détail dans le descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi Laura et ceux qui nous écoutent, restez bien jusqu'au bout pour la question d'auto-coaching à méditer en marchant et le sujet de réflexion. Et à très vite Laura. Merci à toi Alexandra, à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Laura qui te pose cette question. Quel est l'essentiel que tu peux faire maintenant et qui rendrait tout le reste plus fluide et plus facile?